moi, j'ai grandi dans cette ferme à Bni Mellal. Il faut attendre. غادي نزرعوا le plan ديال الزيتونه وغادي خصنا نتسناو عليها 10 سنين باش تعطينا شجره الزيتون. غادي خصنا نتسناو. On peut pas tout avoir rapidement. Or, il y a un contraste avec la société actuelle et je m'efforce à maintenir un minimum de repères pour ne pas être absorbé par des vitesses. Donc, un hybride, une maghribi اللي جاي من la classe moyenne, moins, ou la classe pauvre, il gravissait les échelons par le mérite. Quel a été ton plus grand doute et qu'as-tu choisi d'en faire? Oh là 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 là. Oumaima Mhijir, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce podcast Business and Leaders. Pourquoi vous êtes là? Parce que justement, vous faites partie de ces jeunes femmes aujourd'hui au Maroc qui prennent des initiatives et qui œuvrent à essayer de changer le paradigme social dans lequel on s'est tous installés les uns et les autres. Et votre ouvrage m'a beaucoup intéressé, sur lequel on va revenir, qui est le Maroc social 2030. Mais avant, peut-être pour nos auditeurs, qui est Oumaima Mhijir? Merci infiniment, si Jamel, de m'accueillir. Oumaima Mhijir, c'est une Marocaine de Bni Mellal. Je suis d'abord citoyenne du Maroc, mais je me considère également global citizen, donc citoyenne du monde. Je suis maman, je suis entrepreneur social. Je suis désormais, je peux me présenter comme autrice. Je suis dirigeante. Je me suis rendu compte que j'étais, depuis les 12 dernières années, c'est bizarre, dernièrement, j'ai scrollé sur mon LinkedIn et je me suis rendu compte que j'étais directrice générale ici, directrice exécutive, directrice des opérations, quelque chose. Donc, je peux me considérer dirigeante d'organisation de la société civile, fondation, entreprise sociale, coopérative, association. Très bien. Et aujourd'hui, en l'état, vous dirigez Jadara, c'est ça? Oui, je dirige la Fondation Jadara. Qui a pour objet? Alors, la Fondation Jadara a pour objet de contribuer à l'ascension sociale au Maroc par les leviers de l'excellence dans l'éducation, par les leviers de la formation vocationnelle dans les métiers du digital au service des jeunes en situation de NEET, par les leviers de l'encouragement de la recherche scientifique et de l'entrepreneuriat. Et en général, nous luttons contre toutes les formes de déterminismes sociaux, territoriaux, économiques, de genre et de handicap. Et nous luttons contre toutes les formes d'inégalité. C'est magnifique et justement, vous reflétez tout à fait cette histoire de lutte anti-déterminisme territorial, puisque a priori, Bni Mellal, c'est loin du monde économique, etc. Et vous atterrissez là où vous atterrissez aujourd'hui, vous avez écrit un ouvrage. Quelles ont été les motivations ou les drivers qui ont fait que vous avez gravé tout cela? En fait, dernièrement, il y a une blague qui est revenue avec un ami journaliste. C'est من بني ملال سوق السبت لهارفارد. Le parcours هذا, c'est un parcours qui est basé sur le mérite parce que, merci de cette question. Ça me pousse à réfléchir, à transcender le petit parcours, tout petit parcours d'ailleurs. Moi, je suis fille d'une famille d'agriculteurs, agricultrices. Mon papa est retraité, il est enseignant. Il a été professeur puis enseignant du cycle supérieur dans les sciences de l'éducation. Ma maman, Allah yarhamha, elle a été mu'allima, donc enseignante en cycle collégial de la science de la vie et de la terre, figurez-vous. J'allais avec elle à l'école. Et donc, si vous voulez, être issu d'une famille atomique d'enseignants, une famille élargie d'agriculteurs, a fait qu'il fallait vraiment se battre pour mériter tout ce qu'il fallait avoir. Mes parents m'ont enseigné les valeurs du pain, les valeurs du travail. Et d'ailleurs, mes frères et moi sommes tous les trois ingénieurs d'État. Et on y croit beaucoup pour pouvoir réussir dans la vie. Nous, on passe par le dur labeur. Vraiment, sometimes it's very hard. Des fois, c'est même trop difficile. On se met des contraintes pour avoir le réflexe de devoir mériter les choses. On va dire que j'ai grandi dans cette famille de la classe moyenne, dans une époque où l'enseignant
Et la famille de la classe moyenne, elle renforçait. C'était le ciment qui renforçait, qui consolidait la société. فهمتيني؟ Euh, Justement, le fait j'ai dû mériter d'ailleurs ma place dans l'école d'ingénieur. J'étais la première du lycée alors que j'étais turbulente et très difficile comme élève toutes mes années. Donc au baccalauréat, j'ai pu me rattraper. Donc j'ai intégré l'école d'ingénieur, l'école nationale des sciences appliquées, avec mérite. J'ai eu la bourse de mérite parce que mes parents enseignants. J'ai eu la bourse de mérite pour faire mes études en Suisse, pour étudier l'entrepreneuriat social. Et j'ai eu une bourse par mérite pour aller à Harvard. Donc moi, en fait, cette notion de méritocratie qui épouse d'ailleurs la vocation de Jadara aujourd'hui, tout est basé sur le mérite, fait que j'ai su, à mon humble échelle, gravir les échelons par l'effort et par le mérite. Donc oui. Alors justement, je voudrais revenir sur une notion que je trouve assez originale, que je n'avais pas entendue jusqu'à maintenant, la valeur du pain. Oui. Est-ce que vous pouvez développer? J'en parle d'ailleurs dans mon livre en évoquant ma grand-mère Malhaja Radia et les seniors en général, et je pense qu'on va y venir. Ils nous enseignent des choses, on leur enseigne également des choses. Ils nous apportent quelque chose, on leur apporte quelque chose, c'est un cycle. La valeur du pain, c'est vraiment valoriser les choses et les moments et les personnes à leur valeur ajoutée à l'extérieur de la valeur physique, de la valeur du coût, de la valeur monétaire. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui revient, que j'essaie de transmettre à ma fille. Et mon époux, d'ailleurs, est également issu de cette classe moyenne qui connaît également la valeur du pain. Et donc, c'est la valeur du pain, هو قيمة الخبز. لقمة الخبز. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi, la valeur du pain. Est-ce que derrière J'en parle. ça, il y a une idée de la culture de l'effort? Tout à fait. La valeur du pain, elle baigne dans un groupement de valeurs de l'effort, du mérite, du dur labeur. En général, c'est bon pour les sociétés, mujtama'at, d'avoir des personnes qui sont animées par ça. Après, des fois, ça peut brûler les ailes et les efforts des personnes qui y croient vraiment dur comme fer. Donc, on s'efforce, we do it the hard way. It's not always easy. Je dois avouer. D'accord. Alors, ne pensez-vous pas qu'en 2026, l'évolution du monde, des sociétés en général, de l'autre en particulier, que cette valeur du pain est en train de disparaître? Tout à fait. En 2026, début 2026, d'ailleurs moi je parle d'un cap pour 5 ans, début 2026, fin 2030, les choses vont... Enfin, le monde va vite. On est de plus en plus impatient. On roule à grande vitesse partout. On n'a pas le temps pour soi. En tout cas, en ce qui me concerne, je cours de 4 heures du matin à 22 heures du soir tous les jours. Heureusement pour ma conscience que je travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Donc, je ne cours pas pour participer à la richesse de quelqu'un en particulier, un big boss. Plus je travaille, plus je sais que je pourrais impacter plus de personnes. Mais si... Donc, je pense que le paradigme, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre actuellement, qui est en transformation, l'IA, la technologie, la Gen Z, bien évidemment, qui fait partie de cette société. Heureusement que nous avons une Gen Z aujourd'hui qui est consciente. Le monde qui est VUCA aujourd'hui, on vit dans un monde VUCA, qui fait que on perd la notion d'y le pain, on perd la notion d'y la patience. Moi, j'ai grandi dans cette ferme à Bni Mellal où il faut vraiment... Il y a des cycles. Il faut attendre. غادي نزرعوا le plan ديال الزيتونه وغادي خصنا نتسناو عليها 10 سنين باش تعطينا شجره الزيتون. غادي نزرعوا الليمون. دايوغ حنا عندنا لي فيرم ديال الليمون والزيتون وكنديروا هكا وهكا. غادي خصنا نتسناو. On ne peut pas tout avoir rapidement. Or, il y a un contraste avec la société actuelle et je m'efforce à maintenir un minimum de repères pour ne pas être absorbé par des vitesses. Donc non, je pense
qu'on est en train de perdre la notion de la valeur du pain, et nous sommes en train de perdre la notion de la famille élargie, qui représente le premier filet de sécurité. Nous sommes en train de perdre nos repères démographiques. Nous sommes en train de perdre la valeur du travail. Et nous sommes en train de perdre de changer les idoles. On est en train d'idolâtrer. Selon moi, c'est dangereux. Ce que nos jeunes, nos pousses de leaders, nos petits jeunes sont en train d'idolâtrer et d'admirer. Et de là où ils sont en train de s'inspirer, ça me fait peur. Ça me fait peur pour moi, ça me fait peur surtout pour ma fille. Et d'ailleurs, ce livre, Le Maroc social 2030, il est sorti lors du 4e anniversaire de ma fille. Il y a 4 signaux d'alarme, 4 chapitres et 4 groupes de travail. Et c'est également émané par cet amour de mes parents et grands-parents que je voudrais essayer de lui transmettre en sonnant cette alerte concernant les mouvements démographiques, les changements de paradigme, les changements de perception sociale. Effectivement, oui. Si on considère que ce que vous voulez exprimer est une tendance structurelle et structurante de l'ensemble des sociétés au niveau mondial, et si on revient au Maroc, non seulement on vit ça, on le vit avec beaucoup plus de force, finalement, qu'est-ce qu'on a raté ? Ce que nous avons raté, à mon avis, c'est que nos politiques publiques roulent également à grande vitesse. Le peuple a des attentes. Nous ne sommes pas un peuple facile. C'est-à-dire, we are demanding. Et je fais partie de ceux qui revendiquent, etc. Et nos dirigeants dans la politique sont contraints de devoir livrer rapidement. Ils ont un quinquennat, un cycle également, et il faut livrer rapidement. Des fois, on passe à côté des signaux faibles, on passe à côté, on gère l'urgent et l'important, et on pourrait, de manière dommage et dommageable, rater c'est-à-dire les changements démographiques et l'accompagnement de la politique publique, donc les changements démographiques. Donc effectivement, it's a global phenomenon, je l'avoue. Toutefois, c'est-à-dire contrairement à ce qui pourrait se passer, en Allemagne, dans d'autres pays du monde, le Maroc a toujours fait partie des pays où il y a cette chaleur humaine qui va garder, qui va être le ciment de nos sociétés et de cette classe moyenne qui retenait la société en équilibre. Comment ? Par différentes formes. Les voisines qui vont garder les enfants des voisines, les familles élargies qui vont garder les seniors, le soin invisible, les grands frères qui vont protéger les pousses d'enfants dans les quartiers. Les phénomènes, ils sont en train de disparaître. Et nous, on est en train de partir d'un modèle de la grande maison ouverte au modèle du petit appartement fermé. Aujourd'hui, j'ai honte de vous le dire, je ne suis pas certaine de connaître le nom de mes 2 voisins, là où je vis. Donc, et les mouvements démographiques aussi, nous sommes en train de migrer vers la famille atomique, gentiment, et nous sommes en train de vieillir. Donc, les signaux qui sont invisibles, qui nécessitent une réforme qui les accompagne, simplement parce que notre pays tenait à ça, tenait par ça. Il tenait, il existait et persistait par ça. Alors justement, vous m'avez inspiré une question. Avons-nous les politiques qu'on mérite pour pouvoir embrasser le monde de demain ? Je fais partie de ceux qui voient le verre à moitié plein. Donc je pense que le Maroc a fait quelques avancées. On pourrait prendre 30 secondes pour l'applaudir, mais à mon avis, ce n'est pas assez suffisant et ce n'est pas à la vitesse du besoin du Maroc de demain et du monde de demain. Donc pour répondre très sincèrement à la question, étant donné que je me considère faire partie de ceux qui peuvent faire des choses, je pense qu'on ne fait pas assez. Pourquoi ? On est encore une fois, on est dans un monde qui va vite, on est dans un monde VUCA, et on est d'ailleurs,
humblement, je propose que le Maroc social 2030 soit un brouillon, un projet de feuille de route pour avoir un fil d'Ariane. Et nous, ce qui se passe, de gouvernement en gouvernement, on va essayer de prouver que le gouvernement l'Iqbel, je pointe personne, mais je peux comprendre, ça fait partie de la nature humaine. Mais on peut voir ça à petite échelle dans les organisations, les entreprises, qui j'ai un nouveau dirigeant. D'abord, il va prouver de manière directe ou indirecte ou là, sur la table qu'en fait, ils auraient pu mieux faire, etc., etc. Et voilà comment on va faire désormais. Donc, l'effort qui a été construit fait le quinquennat اللي قبل كيجي اللي من موراه il faut كيعاود يهبط l'effort à zéro, les politiques peuvent être figées, les programmes peuvent devenir obsolètes, le temps que le leadership suivant puisse se l'approprier ou pas. Et donc, c'est des efforts qu'on perd. On a besoin d'un fil d'Ariane. Et je pense que et les politiques et les citoyens savent se mobiliser au bon moment. On l'a vu dans plusieurs manifestations, dans plusieurs catastrophes naturelles, mais également moments de célébration. On sait se réunir autour de quelque chose. Notre problème, c'est qu'on ne fait rien, et après, on ne fait rien. Et ça fait partie de notre culture. Donc, à mon avis, il faudrait avoir la capacité de tenir à un fil d'Ariane et une feuille de route à long terme. Mais est-ce qu'on sait justement, est-ce qu'on est en capacité de faire société ensemble avec un but commun? Est-ce que le Marocain ne s'est pas perdu toutes ces années pour finalement ne pas savoir vraiment qui il est? Tout à fait. Et à un moment donné se dire, ben non, on doit faire quelque chose ensemble parce que le monde a radicalement changé. Vous avez parlé du monde VUCA, bien évidemment. Et c'est pour ça que je reviens. Est-ce qu'on n'a pas un vrai sujet de leadership et de compétences véritables pour comprendre le monde dans lequel on est et l'embrasser et amener la société marocaine vers un nouveau quelque part? Tout à fait. Moi, je suis convaincue que nous avons la capacité d'exister ensemble. Je ne pense pas que partout, il y a des méchants. Dans la politique, il y a des incompétents comme des compétents. Dans la société civile, il y a des incompétents comme des compétents. Dans le secteur privé, idem. Et dans le secteur public, idem. Et il faudrait, à mon avis, avoir un fil d'Ariane, un leadership, une personne, un mécanisme, une coordination, une alliance, ce que vous voulez. Mais quelque chose qui nous unit et qui nous donne un cap. Humblement, je propose ce cap dans ce projet de feuille de route que je ne considère pas mien, je considère qu'il est le nôtre. Et pour celles et ceux à qui le livre et les chapitres, les 4 chantiers de dignité font écho, parlent, nous avons la capacité de tenir. Donc la réponse à la question, oui, nous pouvons travailler ensemble, bien que nous soyons des groupes hétéroclites, hétérogènes, nous pouvons collaborer ensemble. Et d'ailleurs, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer. Le politique doit voter des choses et faire valider des lois. Et représenter le souhait, la volonté de ses électeurs. La société civile doit plaider et doit tester des choses en pilote dans la proximité des populations et proposer des solutions qui sont scalables. Humblement, je me positionne dans cette position-là. Et je pense que nous pouvons le faire si nous maillons nos efforts. Vraiment, on pourrait le faire. Et ça me renvoie à la discussion que j'ai eue avec une élue parlementaire, une députée, qui siège dans la Chambre des représentants et qui préside une commission dans la Chambre des représentants, avec qui on a eu cette discussion, car nous sommes en train de co-launching, donc on va faire un lancement collectif d'une académie marocaine pour le leadership féminin, qui a été impulsée par le Programme des Nations Unies pour le développement, du coup le PNUD, et dans laquelle siège une représentante de chaque parti du Parlement, avec quelques représentants de la société civile. Je fais partie de ces représentantes. Et donc, la politicienne qui a un engagement civique et politique, avec l'entrepreneur social qui a un engagement social et sociétal, doivent savoir danser ensemble, doivent s'alimenter ensemble. Et donc, est-ce que nous avons la capacité? Oui.
Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations. Il nous faut un mécanisme de coordination. On passe à côté de certaines choses, des efforts qui sont faits dans 2 ministères qui sont physiquement positionnés l'un devant l'autre. J'ai vécu ça dans les projets que j'ai pilotés, dans les missions que j'ai délivrées, et je pense que c'est dommage. Alors, on reviendra sur ce sujet-là, mais ce qu'on va faire un petit focus maintenant sur l'ouvrage qui est donc Le Maroc social de 2030 que vous avez commis récemment. J'aimerais entendre d'où c'est parti et pourquoi ça a été fait. Alors, d'où c'est parti? C'est parti d'un sentiment, je dois avouer, un sentiment qui marie peur et amour. J'avais peur pour le Maroc dans lequel grandira ma fille, et j'avais l'amour pour mes concitoyennes, et la nouvelle génération que je dénomme et je mentionne dans mon ouvrage Le Maroc social comme les nouveau-nites, les néonites, the next generation of entrepreneurs, educators and transformers. Et donc, c'est venu par ce mélange, c'est vraiment ce sentiment mitigé entre j'ai peur pour le Maroc, pour ma fille, dans quel Maroc elle va grandir. Je ne voudrais pas, je lutte et je résiste. Je ne voudrais pas faire partie de ceux qui vont aller à l'étranger et fuir le Maroc parce qu'il fait justement peur. Et en même temps, j'ai l'amour pour ce pays et pour... moi, je vais aux États-Unis, je meurs. J'y étais 5 fois. Les 5 fois, je reviens avec une anxiété sociale. J'ai juste besoin et envie de revenir au Maroc, aller à Souk Sebt, aller au marché, faire mon marché, rencontrer les gens, ceux que j'aime, aller à la plage. هذاك الوسخ في الهواء أنا كنبغيه. أنا بغيته. Donc cet amour pour le pain et cet amour pour la société qui me dit que on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu les problématiques et on ne peut et on peut pas. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et je sais que chacun, depuis son rôle, essaie de jouer le rôle qu'il va jouer avec une grande conviction. En tout cas, celles et ceux qui sont dans le cercle de ceux que je considère comme Hada. Bien sûr, il n'y a pas que des intègres, des personnes intègres dans le monde, mais il y en a quand même dans différents rôles et qui font leur maximum pour to deliver quality services where they are. Mais l'idée, c'est que il y avait des signaux d'alarme et d'alerte que je mentionne dans le livre. L'effritement de la classe moyenne, l'effritement de la famille élargie. Les pauvres sont en train de devenir de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. La classe moyenne presque inexistante. 9 familles sur 10 n'arrivent pas à épargner au-delà de la fin du mois. On parle de dignité de gens. Pendant le Covid, 17 amis que je connais personnellement ont pris la mer, qui sont issus de différents douars à Mohamedia, Karien Fabrika, Douar Jaja, que je connais personnellement, dont certains, malheureusement, ont dû perdre la vie sur la route. D'autres sont aujourd'hui en train de travailler indignement. Et certains qui ont pu réussir, smoulier le terme, dans ce parcours qui est très difficile et qui n'est pas le parcours qu'on souhaite pour nos concitoyens, ils reviennent au Maroc. J'ai des cas, ils reviennent au Maroc et ils deviennent les modèles. Donc, le modèle aujourd'hui au Maroc, هما les jeunes اللي غادي يحرقوا وغادي يخدموا في الفريز في اسبانيا، من بعد غيحرقوا لفرنسا وغيخدموا في سيرفر، من بعد يقدر يترافيكوتي شويه ادغوات اغوش بما يستابيليزي لا سيتواسيون وتولي عنده لا ناسيوناليتي، من بعد غيتزوج، من بعد غيدير، من بعد غادي يرجع. Il a pris de la forme. Moi j'ai vu un manager, bon, je vais pas dire le prénom, mais on l'appelait et on l'appelle Bouya. Bouya, il est revenu, tabarakallah, en forme. مجوج une espagnole, دار لي باغ، راكب في كواد في البحر. فهمتي؟ C'est une contradiction. كتقول انا ما بغيتش يكون هو l'exemple pour وليدات دوار جاجا، ولكن en même temps il a vécu la misère très longtemps. انا فرحانه نشوفو il va bien. علاش il ne peut pas faire objet d'ascension sociale في بلادو؟ Bien sûr. علاش aujourd'hui au Maroc عندنا l'indice de mobilité sociale هابط بزاف. احنا راه في اخر لا ليست في الورلد ايكونوميك بانك، الورلد ايكونوميك فورم، الوف.
On fait partie des 5 derniers, de ceux qui peuvent faire de la mobilité sociale ascendante. Donc, un hybride, المغربي اللي جاي من la classe moyenne, moins, ou la classe pauvre, il gravissait les échelons par le mérite, par le potentiel. أنا ما بغيتش المغربي ياخذها باردة. C'est pas ce que je veux. Je veux أنه يجتهد ولكن إلا اجتهد يلقى نصيب. Donc, le fait أنه les modèles n'existent pas, ce n'est pas la règle, c'est l'exception justement, fait que j'ai peur pour le Maroc et le Marocain de demain et celui de 2030 et je propose de se retrouver avec dans ce cap-là qui est réaliste, صراحة très réaliste. Je n'ai pas rêvé, je pars du constat de l'existant et je propose d'amender certaines choses qui sont existantes déjà. ما كنطلب حتى بلاصه من l'ouvrage, maintenant, une loi from scratch. Je pointe du doigt les lois existantes et je pointe du doigt les infrastructures existantes et je pointe du doigt les programmes existants et j'attire l'attention d'elle que je vous dis, علاش هاد la loi, mais ajoutez عليها هادي ونimplémenter en maximisant هاد l'infrastructure et en mobilisant هاد le programme ونمايو هادي مع هادي, on perd du temps, on perd de l'énergie. Il y a des joules qui partent alors que on gagnerait à... Donc, c'est venu de cette peur-là. Et la finalité, les différents caps que je propose dans les 4 chantiers de dignité. Alors, on va y revenir sur les 4 chantiers, mais plus je vous écoutais, plus je me dis, c'est de l'énergie programmatique pour un parti politique qui devrait avoir embrassé ce type de sujet. On arrive à un momentum des élections qui est très bientôt. Est-ce que vous avez initié un plaidoyer auprès de ces partis? Si oui, quel a été l'écho de ces rencontres? Alors, pour commencer, je tiens à préciser que je n'ai aucune couleur politique. Je suis apolitique aujourd'hui et je suis pas politisable. Je suis bien dans le rôle que je joue et je servirai le politique mieux de là où je suis. Mais le politique pour la politique, pas pour des intérêts autres. J'ai fait mon plaidoyer, j'ai invité la Chambre des représentants. Elle a été représentée lors du lancement de mon livre, bien évidemment. Ce n'est pas assez. Je suis consciente que oui, c'est une feuille de route qui peut être portée par un parti politique en particulier. Ce n'est pas ce que je cherche. D'ailleurs, c'est un livre qui est ouvert. Si les chantiers parlent à quiconque, eh ben, j'aurais gagné si le politique ou l'entreprise ou le département ministériel ou la société civile ou l'individu ou l'association, les personnes qui sont indiquées dans mon hada, si elles peuvent l'adopter et l'implémenter, je ne cherche que ça. Je ne veux être payée pour ça. Je ne cherche pas à être reconnue pour ça. Je veux juste que mon message arrive au bon entendeur. Donc la réponse à la question, est-ce que les politiques savent que j'existe et que le livre existe? Oui. Que les chantiers, oui, c'est un projet de feuille de route qui peut être adopté par un parti politique en particulier. Je n'ai échangé avec aucun pour le moment et je serais ravie de pouvoir le présenter à eux tous. En tout cas, j'espère qu'ils vont avoir entendu le message parce que je pense que c'est important. Revenons maintenant aux 4 chantiers de la dignité dont vous parlez. Quels sont-ils et comment s'imbriquent-ils les uns les autres? Alors, je travaille sur 4 chantiers de dignité. Le premier s'attaque à la jeunesse en général. Le deuxième à la femme en général. Le troisième à la dignité des seniors. Et le quatrième à la gouvernance territoriale, les data connectées et la confiance entre les jeunes et les institutions. Parce que c'est important pour consolider. C'est vraiment important pour consolider. Alors, le chantier qui s'adresse aux jeunes, vraiment, je vais du préscolaire, les problématiques liées à l'orientation. Attention aux auditeurs, auditrices. Je présente un problème qui est le maillage entre la théorie et le concret, l'empirique, l'exécutif. Ce que j'ai vécu dans mon quotidien d'entrepreneur social. D'ailleurs, il y a des anecdotes que je raconte, etc. Mais également la théorie, en partant d'études qui ont été déjà faites
soit des études d'observatoire. Le Conseil économique, social et environnemental, j'utilise ces rapports. Le HCP, le Haut Commissariat au Plan, différents rapports de la Banque mondiale, différents observatoires. Je dis ça parce que je ne suis pas une théoricienne uniquement et je ne suis pas une praticienne uniquement. Je suis entre les deux et je me dois de faire valider les théories par l'empirique. Et donc, les constats qui sont le mariage entre la partie théorique et pratique, sont suivis de propositions de solutions implémentables dès demain, suivis d'un cap pour 2030 que je propose et suivis par les parties prenantes. Je désigne, humblement, je propose la solution à la problématique avec un cap pour 2030 en disant que si ce département de ce ministère fonctionnait avec cette agence de coopération et se faisait observer ou auditer par cet organisme-là, eh ben, les instances ensemble pourraient implémenter la feuille de route. Et donc pour dresser le paysage, il s'agit de solutions proposées à différentes problématiques et chaque chantier propose entre 6 et 17 problématiques. 6 et 17. Sous-problématiques, solutions implémentables. Donc, pour le premier chantier de dignité, le chantier de la jeunesse, donc on va aborder les sujets du préscolaire, le rôle de l'enseignant. On va parler également du chômage des jeunes, du décrochage scolaire d'abord, le chômage des jeunes, les académies et les écoles de la deuxième chance et nouvelle génération qui viennent répondre à la problématique du décrochage. Également la formation vocationnelle et professionnelle, et ce qu'elle présente comme limite et sa déconnexion du reste de la chaîne de valeur, et bien évidemment l'intégration en emploi, en entrepreneuriat et l'entrepreneuriat de nécessité, et enfin l'entrepreneuriat social et son inexistence aujourd'hui. Donc tout ce qui tourne autour du jeune et qui permettrait à un jeune d'abord de réussir. D'abord, ma brina chez décrocher. D'abord, brina un bon préscolaire. Parce qu'on a une société bien fondée, avec des têtes bien faites, avec critical thinking. D'accord? Avec des jeunes qui ne passent pas de classe en classe sans avoir acquis les bases, les khassinhom. Et ensuite, avec des jeunes qui sont correctement orientés, pour qu'ils n'aient pas à décrocher ultérieurement en l'université. Et enfin, les passerelles entre tout tous les cycles post-bac, le canot vocationnel, professionnel ou le canot académique, vers l'emploi, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Le deuxième chantier s'adresse à la femme et le faible taux d'activité de la femme. Et il s'adresse, on va parler de violences basées sur le genre, la violence économique, juridique, administrative, ce sont et digitale, hein, sont des nouvelles formes de violences basées sur le genre. Mais je m'adresse à la professionnalisation d'un métier existant, qui est celui de l'assistante maternelle à domicile. Cette voisine qui va garder les filles et fils de ses voisines pour qu'elles puissent se libérer correctement avec un tarif raisonnable et qui pourrait créer vite et de manière ludique, elle pourrait se créer son propre emploi. Maintenant, on gagnerait à la professionnaliser, à la former, à lui donner une agrégation et à l'auditer, d'accord, à la superviser ce processus. Et je propose un modèle opérationnalisable. Toujours dans les soins. Je me suis rendu compte que le Maroc social 2030, il revient vraiment à les sujets du soin et du care. Le chantier TELT qui s'adresse au vieillissement de la population. Donc, nous avons de plus en plus de seniors. Nous avons une jeunesse qui va tendre de moins en moins à s'accoupler, à se marier. Et celles et ceux qui sont mariés, de moins en moins à avoir d'enfants. Et donc le taux de fécondité, l'équilibre. Et ceux qui le veulent bien, à devenir de plus en plus infertiles. It's a fact. Et ce changement, ce renversement de la pyramide des âges, eh ben, nous n'y sommes pas prêts. On pourrait y voir une problématique économique, le coût sur la caisse de retraite, infrastructurelle, les structures qui doivent accompagner et accueillir donc les seniors. Moi, j'y vois une opportunité de création d'emplois et de développement d'un métier et d'un secteur qui est le secteur du soin, du care au Maroc. Et je propose des solutions, entre autres, en remettant en lumière le rôle de la sœur aînée pivot qui jadis
garder la grande maison ouverte et toute la famille rassemblée. Et enfin, le quatrième chantier qui s'adresse au volontariat des jeunes, à l'activité des jeunes, au rôle des jeunes dans la gouvernance locale, à l'accès par par tous les concitoyens aux données connectées, la plateforme data.gov.ma qui fait un job déjà très bien. Encore une fois, je vois le verre à moitié plein. Toutefois, on gagnerait à avoir des données qui sont actualisées pour qu'on puisse en temps réel, qu'on puisse être force de proposition. Et j'aborde un sujet très important qui est celui du conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative qui fait désormais partie de la Constitution et qui est aujourd'hui non activé. ما عرفتش علاش il n'est pas activé. Est-ce que خفنا انه يتبوليتيزا يتبولاريزا aujourd'hui faites-le faire par la société civile, elle est neutre. Mais c'est un mécanisme de mobilisation et d'ancrage par les jeunes de leur voix dans la décision qui n'est pas actif. C'est un levier extrêmement important. S'il y avait 3 mesures, 3 recommandations symboliques fortes pour vous que vous souhaiteriez voir émerger, ce seraient lesquelles? D'abord, la mise en place du système de la VAE, la validation des acquis d'expérience. Je propose, et d'ailleurs on est en train, timidement, mais le Maroc est également en train de gentiment et timidement changer de paradigme quant au recrutement des compétences. Donc, la VAE, la validation des acquis d'expérience. 2, la professionnalisation des métiers du soin à travers la loi 45-18, en amendant uniquement 2 métiers à la liste des métiers du soin, à la liste des métiers des travailleurs sociaux, encadrés par le MSISF et encadrés dans un REC, dans le référentiel des emplois de compétences. Donc la professionnalisation du proche aidant, du métier de proche aidant, et la professionnalisation du métier d'assistante maternelle à domicile. Et 3, l'activation rapide du conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative. Ça passe trop vite. Il faudrait 3 heures d'émission pour essayer de balayer tous les projets avec autant de passion et d'énergie. Avant de passer aux questions de la séquence à cœur ouvert, je voudrais revenir à quelque chose. Vous représentez le principe même de la réussite de la méritocratie. Mais dans un pays où plutôt on est dans une organisation autour de la médiocratie. Vous faites partie donc de Happy Few qui réussissent malgré tout. Comment on fait à un moment donné pour installer la méritocratie comme l'axe principal de gouvernance dans notre pays? Je dirais que toutes les initiatives qui ont pris forme et qui ont été scalées, elles ont commencé quelque part par quelqu'un qui s'est manifesté. Et autour de moi, je vois des confrères et consoeurs. C'est vrai, on n'est pas très nombreux, mais on existe quand même. Il faudrait, selon moi, célébrer ces modèles. 1. 2. Encourager les initiatives basées sur la méritocratie. À titre d'exemple, ce que fait la Fondation Jadara. Non pas parce que je la dirige aujourd'hui, mais par le fondement même de toute sa politique. Donc célébrer la méritocratie, la mettre en lumière et encourager les initiatives basées sur la méritocratie. Très bien. Vous choisissez 3 questions ici et vous me les donnez. Comme ça, je vous les poserai après. Intéressant. Voilà. 3 questions. 3 questions. Allez. Elles sont complètement randomisées. OK. Voilà, vous me les redonnez. OK. Super. Merci. Alors, c'est la séquence à cœur ouvert. Si tu pouvais changer une chose dans notre modèle de société pour aider le Maroc à franchir un cap, ce serait quoi? C'est vraiment la question sur mesure, sans le savoir. Alors? Ce serait l'optimisation de nos mécanismes de coordination. C'est très politique, ça. J'y crois, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel degré j'y crois. La coordination entre nos programmes, nos instances et nos départements, nos infrastructures et les fonctionnaires de l'État et les efforts déployés. Oui, mais c'est intéressant votre réponse parce qu'elle non seulement elle est pertinente, mais elle pose un autre problème. C'est que dans le monde dans lequel on est, la coopération et l'intelligence collective sont le cœur de l'efficacité, ce que nous n'avons absolument pas dans notre administration. Cette notion de coopération,
Je sais qu'il faut voir le verre à moitié plein, mais ça, c'est une réalité, c'est un fact, comme vous diriez si bien, qui nous pénalise dans notre croissance et donc dans l'émergence de quelque chose de nouveau. Vous avez raison, on travaille en silo. Aujourd'hui, on travaille en silo. Oui, mais la carcasse est là. On a le chiffre, l'effort, le programme, communiquer dans le programme, bravo. Maintenant, on gagnerait à travailler ensemble. Quelle trace aimerais-tu laisser au-delà de ton métier? Que les intelligences, que les innovations émanent de l'intelligence du terrain. Ok. Quel a été ton plus grand doute et qu'as-tu choisi d'en faire? Oh là 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 là. Oh là 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 là, quelle question. Mon plus grand doute, c'est de travailler dans ce domaine de l'entrepreneuriat social. Car c'est un domaine extrêmement prenant émotionnellement et prenant et pénible physiquement. J'ai décidé de quand même le faire. Malgré mon background d'ingénieur, malgré, c'est-à-dire le fait d'être pointé du doigt, de n'être finalement qu'une travailleuse sociale, malgré les études et tout ça. J'ai choisi quand même d'embrasser ce domaine et je pense que c'est la meilleure mauvaise décision que j'ai prise de toute ma vie. Mais est-ce que ce n'est pas lié à une réparation d'avoir choisi ce chemin? Je pense effectivement que c'est une réparation. Je pense que les choix et les orientations, on peut toujours décider de faire autrement, de faire autre chose et de réussir à ses propres critères. Moi, selon moi, j'ai réussi ma vie. Parce que quand je me réveille le matin, je suis heureuse d'aller faire mon métier. Fini. Purpose. Yeah, I work on purpose. Et d'ailleurs, par contre, les gens comme moi, il faut les encadrer, les aider à doser avec le purpose, parce que des fois, on se brûle les ailes. Dernière question, c'est la mienne, j'ai choisi. Et si c'était à refaire, que changeriez-vous? Changeriez-vous quelque chose si c'était à refaire? Oui, oui. Si c'était à refaire, j'aurais donné, je me serais freinée un peu plus et je me serais efforcée un peu plus à donner plus de temps à ma petite famille. À ce point. À ce point. Magnifique. Oumaima, merci beaucoup pour cet échange qui Merci à fut vous. passionnant, inspirant. Je sais que vous allez inspirer beaucoup de gens. Je vous remercie. Je rappelle que vous avez commis ce livre qui est le Maroc social de 2030. Et j'espère en tout cas que les partis politiques qui verront cette émission auront le réflexe de vous contacter pour échanger avec vous, même si vous ne voulez pas être récupéré. Mais comme je dis toujours, les idées sont faites pour être récupérées. Tout à fait. Peu importe qui les porte. Tout à fait. C'est essentiel, c'est que ça serve notre pays. Tout à fait. Et donc je pense que vous respirez justement ce patriotisme, cet amour dont vous avez parlé tout à l'heure, et cette envie de créer les conditions pour que votre fille puisse vivre dans son pays et ne pas avoir envie, comme beaucoup de jeunes, d'en partir parce que it's worth de rester au Maroc. Merci beaucoup, Maïma. Merci à vous. Merci infiniment.